Claudio Chiappucci, l'homme qui riait parce que son coéquipier Roberto Pagnin trompait sa petite amie avec des hôtesses lors de la Vuelta a España, celui-là même qui mentait comme un arracheur de dents en affirmant que Lance Armstrong était le début du dopage de masse dans le cyclisme, a été le vainqueur de l'une des compétitions les plus dopées de tous les temps, le San Remo de Milan en 1991, point d'orgue d'une transformation qui l'a fait passer de simple domestique à vainqueur d'un monument et à 3 reprises sur le podium du Tour de France. 150 km auxquels le diable a échappé pour lever les bras en solo dans la Via Roma et qui ont été la première grande exposition de l'EPO et de ce que pouvait faire la fameuse substance à 3 lettres qui, à l'époque, pouvait être achetée pour la modique somme de $200 dans les pharmacies suisses sans même donner d'identification, bien que dans le cas de Chiappucci, un type avec seulement des victoires en 5 ans en tant que professionnel, il ne serait même pas nécessaire qu'il se présente. Tout a commencé en mars 1990. Francesco Conconi et Michel Ferrari ont alors commencé à expérimenter l'EPO comme substitut aux transfusions sanguines avec lesquelles ils avaient ranimé Moser comme nous te l'avons dit dans la vidéo précédente. L'EPO était beaucoup moins chère et plus facile à prendre, elle était indétectable lors des contrôles antidopage et les plans de dopage pouvaient être planifiés beaucoup plus facilement que ceux réalisés pendant les années 80. Les deux médecins ont commencé à faire des affaires dans différentes équipes professionnelles italiennes et ont mis leurs expériences en pratique, avec un succès massif pour Gianni Bugno à Milan-San Remo, où il a gagné haut la main et de façon encore plus incroyable au Giro d'Italia, où il a porté la maglia rosa du premier au dernier jour sans que personne n'ait pu s'approcher pour la lui prendre. Cependant, Conconi et Ferrari ne travaillaient pas seulement pour le château d'Aix du cycliste italien d'origine suisse, ils traitaient également avec des coureurs d'autres équipes de manière indépendante, car, bénéficiant de la protection du comité olympique italien, ils pouvaient utiliser leurs expériences sur d'autres coureurs cobayes et gagner en même temps beaucoup plus d'argent. L'un de ces cobayes était l'ambitieux Claudio Chiappucci, jusqu'alors pratiquement un médiocre anodin qui se battait pour des classements de but volant et pour se lancer dans des échappées, et qui n'avait que 2 victoires en tant que professionnel dans des courses de villes italiennes à l'âge de 27 ans, à l'époque, l'âge auquel les cyclistes atteignent la fleur de l'âge. Dans le cas de Diablo, il s'agissait exactement de fioles d'EPO dans son sang à la vitesse de livraison Amazon Prime. Soudain, le petit homme de l'équipe Carrera s'est envolé, remportant des victoires d'étape à Paris-Nice, et réalisant un excellent Giro d'Italia, top 10 sur plusieurs jours, terminant 12e au classement général et montant sur le podium final en tant que vainqueur du maillot vert du roi de la montagne. Les traitements Ferrari lui avaient vraiment fait du bien, mais ils allaient lui faire encore plus de bien au Tour de France. L'équipe Carrera n'avait pas de leader pour le classement général et l'écurie de David Boifava a décidé de se battre pour les étapes et les classements secondaires avec les compléments médicaux fournis par l'université de Ferrare. Guido Bontempi et Massimo Girotto se sont relancés après une mauvaise saison avec une victoire d'étape chacun, mais celui qui a pris d'assaut le banc est notre protagoniste d'aujourd'hui. Chiappucci a réussi à s'échapper dès la première étape en terminant dans le fantastique parc d'attractions du Futuroscope avec le Canadien qui a empêché Criquelion de remporter un championnat du monde chez lui, Steve Bauer, le Français du Z toujours propre de Roger Leger et Greg LeMond, Ronan Pensek et la tête de l'anchois danois de l'équipe Visma est donc impeccablement propre, Franz Maassen. Chiappucci n'a pas pu battre le coureur qui sentait le hareng et la bière, mais il a atteint son objectif, celui de pouvoir parcourir les attractions futuristes du parc avec le maillot à pois rouge. Ce qu'il n'avait peut-être pas prévu, c'est que le peloton allait s'endormir ce jour-là sans comprendre et donner 10 minutes et 35 secondes d'avance à ce coureur grégaire inconnu. Tout le monde pensait que Chiappucci ne tiendrait pas, mais tous ses compagnons d'échappée sont tombés et il a pris la tête de la 12e étape après un contre-la-montre à Villard-de-Lans, avec plus de 7 minutes et demie d'avance sur Greg LeMond. Le gringo, toujours propre, profite du manque d'expérience de l'Italien pour mettre la pression, mais Chiappucci, avec les doses d'EPO qu'il peut s'offrir, se souvenant qu'il n'a pas les flacons premium de Bugno, perd progressivement du temps jusqu'à s'immoler l'avant-dernier jour et perdre le maillot jaune dans le contre-la-montre final pour seulement 2 minutes et 16 secondes,
terminant sur la deuxième marche du podium à Paris après avoir été leader du classement général pendant 8 jours. Cela faisait 30 ans que l'Italie n'avait pas eu un coureur de grand bouclé aussi performant, et cette notoriété et cette popularité soudaine l'ont fait grimper en pouvoir d'achat et lui ont donné le besoin de continuer sur la crête de la vague, si bien qu'il a commencé à être l'un des clients les plus fidèles de Ferrari jusqu'à ce qu'il termine sa carrière dopée jusqu'au trip 7 ans plus tard. Dans la documentation saisie chez le docteur Conconi dans l'un de ses ordinateurs en 1999, on pouvait observer les incroyables fluctuations de l'hématocrite de Claudio Chiappucci, qui passait en janvier d'un dérisoire 35%, un pourcentage qui ne peut s'expliquer que si tu as consommé auparavant une grande quantité d'épeaux et qui te rendrait littéralement impossible de concourir, à 60% au plus fort de la saison. Plus la fluctuation entre les pourcentages est importante, plus l'augmentation des globules rouges est remarquée et plus l'endurance et la capacité de récupération du cycliste augmentent. C'est pourquoi le petit homme de Carrera a littéralement exploité son sang comme Tony Montana à sa petite amie cocaïnomane, se plaçant ainsi au niveau martien de coureurs tels que Tony Romain-Guerre, Piotr Grumov, Fernando Escartin ou le fidèle ami de la chaîne, Bjarne Riis. Après sa préparation furtive, il décide de mettre l'accent sur Milano-San Remo comme l'avait fait Buñol l'année précédente, mais avant, il se rend en Espagne pour balayer la Setmana Catalana, une course similaire à la Volta Catalunya où il réussit à remporter le même jour, le 21 mars, les 2 secteurs d'étape, un sprint contre l'un des meilleurs sprinteurs de l'époque, Olaf Ludwig, et un contre-la-montre de 11 km contre le monstre du dopage irlandais, Stephen Roche. Les 2 le même jour, sur le plat et en montagne. Et 2 jours plus tard, il se rendait à Milan pour la Classicissima. La préparation de Ferrari avait certainement fonctionné sur la Diablo. Il pleuvait et il faisait froid, mais le coureur dopé qui portait des casques du Giro par obligation était déchaîné, il savait qu'il allait gagner la course d'un jour la plus prestigieuse de son pays et sur le Turchino, à plus de 150 km de l'arrivée, il a attaqué dans la descente avec son coéquipier Bontempi après une montée meurtrière pour déchirer le peloton. À ses côtés, celui traité par Eufemiano Fuentes, Marino Lejarreta, le toujours propre Charlie Mottet, les prologues Gel Nijdam et Thierry Marie et 2 grands dopés, le père du vainqueur de l'édition 2023 et le Danois, toujours danois, Rolf Sorensen, qui cette année-là se trouvait déjà dans l'Ariostea de Michel Ferrari et qui, des mois plus tard, lui offrirait un maillot jaune en plein Tour de France. Les chutes et la confusion dans le peloton des favoris ont fait que le groupe d'échappés a pris 4 minutes d'avance, mais de tous, c'est Chiappucci qui a continué comme il l'avait fait 2 jours plus tôt, plus enflammé que Donald Trump voyant les jambes d'une Vénézuélienne de 20 ans, et il a détruit Charlie Mottet, les coureurs du prologue et l'homme dopé pour avoir mangé de la tourte aux pigeons sur le Capomel. Peu après, sur la Cipressa, il détruit tout le monde sauf Sorensen, qui lui aussi, avec la bouillie Ferrari, essaie de s'accrocher à la roue de celui que personne ne connaissait 6 mois plus tôt et qui était maintenant la superstar du cyclisme italien. Le duo arrive avec seulement 1 minute d'avance au pied du Poggio, mais le diable dopé s'économise, il garde son meilleur pour la montée mythique avec une dernière attaque avec laquelle le Danois, toujours danois, se retrouve à hurler vers le ciel en se demandant pourquoi il n'est pas chauve ou marié à 21 ans. Non seulement il a gardé l'écart avec le peloton des sprinteurs, mais il l'a augmenté sur le plat jusqu'à la Via Roma pour entrer, frais et rose comme un vainqueur après 150 km avec tout l'air et l'eau dans le visage. Il a lui-même déclaré que son planning n'avait pas changé par rapport à l'année précédente, il savait simplement que les sponsors attendaient beaucoup de lui. Un bon euphémisme pour justifier l'augmentation des dépenses médicales. Tu vois, le vrai dopage a commencé avec Lance.